On attendait avec impatience les chiffres de l'inflation et ils se sont avérés exactement en ligne avec ce qu'on attendait. Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Est-ce que les marchés vont maintenant vendre la nouvelle ou au contraire acheter la nouvelle? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique des marchés financiers. Alors on va faire un petit peu d'économie aujourd'hui, même si vous n'êtes pas super fan. Regardez le chapitrage pour aller directement au graphe, mais il faut expliquer ce qui se passe parce que sinon vous avancez un petit peu à l'aveugle. Il vaut mieux toujours aligner l'analyse technique et l'analyse des fondamentaux, que les vents favorables poussent dans le même sens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Parce qu'au bout du bout, on a le SP500 qui monte, on a le Dow Jones qui baisse et le Nasdaq qui monte. Et il y a un narratif derrière ça. Mais on peut pas comprendre le narratif si on regarde pas un minimum les news et si on ne comprend pas ce qui se passe. Tout d'abord, on attendait, mais on le sait, c'est pas neuf, hein, le CPI. Le CPI, on voulait qu'il sorte environ à 3,5% pour le headline, pour le chiffre brut, et 2,5% pour le core, CORE, noyau. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voulait que sur un an, les prix augmentent de 3,5%, et on voulait que si on enlève l'alimentation et l'énergie, qui est très volatile et qui n'influence pas vraiment la Fed. Hein. Ce que la Fed regarde, c'est surtout le corps, c'est-à-dire sans les éléments volatiles, et on veut que ce soit 2,5%. Et c'est sorti pile poil comme on le voulait. 3,5% pour le chiffre brut, le headline, 2,5% pour le corps. A priori, no news is good news. Les marchés devaient être contents, la Fed était content, tout le monde était content. D'autant que, bon, ce sont des niveaux qui sont assez élevés. Hein. Tout le monde sait bien que la Fed voudrait bien qu'on soit plus aux alentours de 2 qu'aux alentours de 3,5%, mais c'est dans la pente déclinante. Ok, c'est-à-dire qu'on a perdu 0,2 par rapport au précédent relevé. Donc c'est en ligne et en baisse. Comment ça a été perçu par les marchés? Comment ça a été perçu par la Fed? Ça a été perçu comme, bon, c'est pas génial les prix, mais on va dans le bon sens, ça décline, le pétrole se calme, et donc à partir de là, normalement, il devrait y avoir une accalmie également au niveau de l'inflation et également au niveau des perspectives de hausse des taux qui devraient rester relativement sages. Parce que c'est comme ça qu'ont été vues les choses, c'est-à-dire que ça fait des mois et des mois qu'on se dit aïe aïe aïe, pétrole en hausse, inflation en hausse, hausse des taux, c'est pas très bon pour l'économie. Ok, mais là, si finalement ça se calme et que c'est dans les dans le domaine de ce qui est acceptable, bah la Fed n'a pas besoin de monter les taux. Et donc ça c'est bon. C'est bon pour qui? Bah c'est d'abord bon pour les entreprises qui ont besoin d'emprunter ou celles qui sont beaucoup endettées. Le Nasdaq, les entreprises du Nasdaq notamment. C'est pour ça que c'est le Nasdaq qui a le plus augmenté aujourd'hui, et le Dow Jones, lui, il n'a pas augmenté. Pourquoi? Parce que le Dow Jones, c'était un petit peu l'effet rotation sectorielle. Comme on a peur pour le Nasdaq, eh bien, on se rabat sur le Dow Jones. Si on a moins peur pour le Nasdaq, on a donc moins besoin de se rabattre sur le Dow Jones. Ok, donc le Nasdaq a pris 0,7% et le Dow Jones est resté à peu près stable. Il a perdu marginalement du terrain. Ça, c'est le premier élément. Ça vous permet de comprendre pourquoi le Nasdaq, il est monté aujourd'hui, alors que le Dow Jones n'a pas monté. Et également, on a eu des news, des publications d'entreprises qui ont été absolument phénoménales. Alors, ça venait de CoreWeave et de SMC. Alors, ce sont des grosses entreprises dans le domaine de l'infrastructure IA. Bon, vous avez l'IA, OpenAI, Cloud, etc. Tout le monde les connaît. Vous avez l'infrastructure IA, ce qui permet en gros de tirer parti de tout ça, que ce soit des serveurs, que ce soit des data centers, que ce soit etc. etc. Et ils ont pris tous les deux pour la publication tous les deux aujourd'hui plus 19% en un jour. Pourquoi? Bah parce qu'en fait les résultats ont été excellents, la demande a été excellente et surtout elle ne se tarit pas. Alors ça a été perçu comme un élément très important parce que ça veut dire que c'est sûr que le domaine des semis et de l'intelligence artificielle et de l'intelligence, le data center, l'infrastructure, tout ça c'est très cher. Mais bon, tant qu'il y a de la demande, il faut répondre à cette demande. Et CoreWeave et SMC ont une demande, doivent faire face à une demande absolument colossale. Donc voilà, on peut penser que c'est très cher, machin, que ça a beaucoup monté, mais s'il y a de la demande derrière, eh bien ça justifie qu'on continue comme ça. Donc du coup, tout le secteur
des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle a monté également. Ça a également porté le Nasdaq. Tout ça fait que bah, finalement, on attend, on va dire, demain les statistiques du PPI. Donc c'est pareil que le CPI, mais question coût d'entreprise, c'est-à-dire qu'on regarde pas le prix de ce que payent les consommateurs, mais on regarde le prix que payent en gros les producteurs, les entreprises. Si c'est pour le PPI, bon, on l'attend à 4,8, 4,9, hein. Et 4,8, 4,9, il vous aura pas échappé que c'est supérieur à 3,5 parce que les entreprises doivent subir de plein fouet l'augmentation des coûts énergétiques, hein, qui représente une partie beaucoup plus importante que la partie énergétique pour les ménages. Mais pareil, ça veut dire que si c'est en ligne avec ce qu'on attend, à savoir 4,8, 4,9, ça pourrait également contribuer à une continuation du mouvement assez euphorique du Nasdaq. Donc voilà ce qui se passe actuellement, voilà pourquoi ça monte. Alors, très souvent on me met en commentaire, à juste titre, on dit Trado, mais je comprends pas, l'Iran, il y a rien qui est résolu, il y a les prix qui montent partout, l'inflation, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les commentaires, mais bon, c'est pas non plus complètement délirant, hein. L'inflation, elle est plus ou moins masquée par des prises de statistiques qui arrangent tout le monde. Pareil pour le chômage. Comment ça se fait que la bourse, elle monte alors que tout va mal? Il y a la guerre, il y a les tensions, il y a l'énergie, etc., etc. En fait, la réponse, elle est dans la fabrication des indices. C'est-à-dire que vous n'avez pas dans le SP 500 entreprises qui comptent, on va dire, de la même manière. Le SP 500, c'est les 500 grosses entreprises et elles ont un poids qui est différent. Vous prenez le Magnifique Seven, ils ont un poids beaucoup plus important que des entreprises lambda. Or, c'est Mag 7, c'est 7 grosses entreprises qui font une grosse partie du SP 500. On retrouve aussi une très forte concentration dans le Nasdaq, etc. Eh bien, elles vont très bien. Et si elles vont très bien, eh bien, les indices montent. C'est aussi simple que ça. Et à partir de là, tant que le secteur des semis va bien, tant que le secteur des hyperscalers, comme on dit, bah, c'est les Meta, les Google, etc., vont bien, eh bien, ça tire le SP 500 vers le haut. Et derrière, vous avez les indices qui montent. Et puis, il faut pas non plus se voiler la face. Quand on regarde les publications qui ont été réalisées depuis sur la dernière mouture, bah, ça bat le consensus. Et pas simplement pour les grosses entreprises. On est à peu près à 80% d'entreprises qui battent le consensus. Alors là aussi, vous pouvez dire, ouais, mais les consensus, ils sont mis de telle manière à ce qu'ils soient battus, etc. Ça, oui, d'accord, pas de problème. Moi, je veux bien. Mais au bout du bout, ça bat le consensus. Donc, si on valorise à un tel niveau et que ce niveau est caduque parce qu'on a battu ce niveau, et ben voilà, ça veut dire que derrière, on peut acheter, il y a de la marge pour que les cours montent. Donc voilà, vous pouvez vous interroger sur le bien fondé de cette hausse, mais même si des doutes sont permis, il y a aussi de bonnes raisons de comprendre pourquoi ça monte. Est-ce que ça va monter comme ça pour tout le temps? Évidemment que non. Est-ce que ça va cracher? Je vous promets. Ok, sinon je ferme mon site, qu'à un moment ou à un autre, il y aura un crash. Mais je peux pas vous dire si ça sera demain, je peux pas vous dire si ça sera dans une semaine, dans un mois ou dans un an. Pour l'instant, ça monte et vous avez deux solutions. Soit vous contribuez à la hausse, soit vous n'y contribuez pas. Soit vous achetez, soit vous n'achetez pas. Mais en tout cas, le marché, il est ce qu'il est et il ne vous attend pas, vous ni moi, pour faire ce qu'il a à faire. Donc, l'idée, c'est quoi maintenant? Bah, c'est que si vous voulez trader, bah, il faut avoir une conviction, ok, qu'elle soit haussière ou baissière. Une conviction, ça veut pas dire que vous savez ce qui va se passer. Ça veut dire que vous avez un biais, d'ailleurs, un biais ou une conviction. Et voilà, maintenant le SP 500, on passe à... ah oui, autre chose, un truc bon, personne n'en parle dans les médias généraux, mais vous inquiétez pas que les personnes qui s'intéressent à ça ont bien vu la nouvelle. Bank of America, le géant américain Bank of America, a annoncé qu'il allait financer, il allait mettre en ligne tout ce qu'il faut pour un financement de l'économie IA et de l'infrastructure de 250 milliards de dollars. Bon, clairement, il dit quoi? Bank of America, c'est un géant, hein. Il dit, bon, ok, les entreprises vont avoir besoin d'énergie, de semi-conducteurs, d'infrastructures, blablabla. Ils vont devoir emprunter de l'argent. Nous, on prépare une enveloppe de 250 milliards de dollars pour prêter de l'argent d'une manière ou d'une autre, ou financer d'une manière ou d'une autre
les demandes qui seraient liées à cette explosion de l'IA. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que c'est pas qu'un truc de Magnific Seven, de hyperscalers d'investir dans l'IA. Vous avez la banque maintenant, et vous inquiétez pas, si bien que America le fait, vous avez toutes les banques qui vont le faire, qui vont financer cette croissance de l'intelligence artificielle. Et derrière, ça fait des demandes. Lorsque vous avez 250 milliards de dollars qui sont injectés dans l'économie pour financer le développement de l'intelligence artificielle et de l'infrastructure, etc., au bout d'un moment, ça finit dans les poches d'entreprises qui vont fournir de l'intelligence artificielle, des structures, du data, etc. Donc ça va alimenter la machine. Et Bank of America, c'est le premier qui le dit comme ça. Donc vous en avez d'autres. Donc voilà pourquoi tout le monde se dit oh là là, il y a encore. Peut-être que ça va consolider, mais il y a clairement du fric à se faire en achetant ces entreprises pour lesquelles la demande est encore a priori loin d'être éteinte. Voilà. Ce n'est pas une conviction que je partage avec vous, c'est du décodage. Et voilà pourquoi ça consolide pas. Quand vous regardez le SP500, regardez, on est suspendu ici. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un drapeau ou un fanion, vous voyez cette figure là, c'est haussier, ça quand vous avez un truc qui ressemble à ça. Alors ça c'est un fanion, vous pouvez avoir la version drapeau aussi, ok. Ça c'est haussier, normalement ça veut dire que ça casse par le haut plus souvent que ça ne casse par le bas, et si ça casse par le haut, l'idée c'est de rentrer à ce niveau-là. Ok. Bon, on en reparlera le cas échéant, mais si vous pariez sur la baisse, vous aurez forcément raison à un moment ou à un autre, mais là, a priori, c'est pas ce que nous dit le marché. Si vous voulez acheter, vous pouvez faire ce que je viens de dire. Attendez que ça casse les plus hauts, comme je l'ai dit ici, ok, et puis pariez sur une continuation de la hausse. Si vous avez un biais baissier, déjà, c'est compliqué. Ok, moi pour spéculer à la baisse, j'attendrai que l'on casse la structure. Sinon c'est un pari qui est hyper spéculatif. Alors bien sûr, ça n'empêche pas de dire que le marché il est super bien valorisé, mais il est ce qu'il est. Le Nasdaq, c'est exactement pareil, sauf qu'aujourd'hui, on a progressé, je l'ai dit, de 0,7%, mais vous remarquerez que bizarrement, rien n'est fait. Et c'est là que c'est important de voir le blabla et puis les faits. Alors le blabla, il peut être complètement légitime. Les faits, c'est qu'on est toujours en structure baissière. Et il faudrait, parce qu'au mieux, on a progressé beaucoup plus. Au mieux, on a progressé jusqu'à 1,2 et on finit un peu piteusement à 0,7. Vous voyez la bougie rouge là, si vous êtes débutant, vous voyez, bougie rouge ça veut pas dire que ça baisse, Bougie rouge ça veut dire qu'on a terminé plus bas que l'on a ouvert. Et vous voyez bien qu'on a 0,7%, on a ouvert ici, on a clôturé là, donc c'est rouge, ça vous donne le sens de la variation entre l'ouverture et la clôture. Bref, là c'est l'inverse, vous voyez, c'est vert, ça veut dire que c'est monté, Là, sur cette séance-là, on a fait moins 0,39. C'est vert parce qu'on a clôturé plus haut que l'on a ouvert. Faites attention si vous êtes débutant, c'est pas de contresens. Bref, si vous voulez acheter, moi j'attendrai que l'on casse les plus hauts. Si vous voulez spéculer à la baisse, on peut spéculer à la baisse sur les niveaux actuels, avec un stop en clôture au-dessus des 30 250. Pour l'instant, c'est toujours baissier. Le Dow Jones que j'ai mentionné tout à l'heure, lui, il n'a pas progressé. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu de rotation sectorielle, si je caricature, puisque le Nasdaq s'est bien porté. C'est haussier par contre, si vous voulez acheter, vous pouvez y aller, stop de protection ici. Si vous voulez spéculer à la baisse, moi j'attendrai que ça casse. Avant ça, je spécule pas à la baisse, non, je vais être contre la tendance et c'est pas quelque chose que je privilégie dans ce format-là, qui est quand même assez grand public. Je vous montre le SOX, les semi-conducteurs dont j'ai parlé là. Donc, paradoxalement, malgré la belle hausse de 2,3% sur la séance, vous voyez qu'on est toujours en structure baissière. Là aussi, c'est comme le Nasdaq, il y a ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Et ce qu'on voit pas, c'est que la structure est toujours baissière avec des pics qui descendent et des creux qui descendent. Première alerte haussière, si on clôture au-dessus de ça, pour l'instant, c'est une alerte baissière. Je vous rappelle que vous pouvez trader les semi-conducteurs, le secteur des semi-conducteurs, notamment le SOX, il y a des ETF, il y a des CFD. En tout cas, vous pouvez spéculer à la baisse ici avec un stock de protection dessus. Le Magnific 7 qu'il faut vraiment surveiller de très près pour les raisons que j'ai également évoquées. Alors, ce qui est intéressant avec le Max 7, c'est que ça consolide bien la moins 1%, mais on est en structure haussière. Regardez, les pics, ils montent, les creux, ils montent. Ça veut dire que là, si vous êtes haussier et la structure elle est haussière, faut chercher les soldes pour acheter. Ok, alors vous n'êtes pas obligé, vous pouvez penser aussi que c'est une fausse alerte et que ça va retomber, et qu'on va faire des plus bas, c'est possible. Mais si on regarde les faits, rien que les faits, les pics montent, les creux montent, c'est une tendance haussière. Et si vous voulez acheter, vous pouvez y aller. Stop de protection ici, ou stop de protection là, selon que vous vouliez un stop de protection serré ou stop de protection large. Je vous ai parlé... Alors,
Regardez le VIX. Alors ça, c'est un peu inquiétant, j'ai envie de dire, mais parce qu'il est très bas le VIX, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de panique, hein, tout le monde est super content, tout se passe bien, on est sur des niveaux inférieurs à février 2026, autrement dit avant la guerre en Iran. Bref, on est moins stressé, je caricature, qu'avant la guerre en Iran, alors que la situation, elle est loin d'être aussi apaisée, j'ai envie de dire. Et puis surtout, cette zone bleue, je l'ai tracé pour vous pour vous montrer que c'est une zone de support de la volatilité, c'est-à-dire que quand on rentre dans cette zone bleue, généralement, il y a une explosion de la volatilité et bon, faut pas se leurrer, quand il y a une explosion de la volatilité, c'est généralement à la baisse, quoi, hein. Donc, je suis pas en train de dire que ça va exploser à la baisse, je suis en train de vous dire que on est dans une zone où il y a généralement une forte propension à exploser à la baisse. Alors, ça peut descendre encore beaucoup, hein. On peut aller jusqu'à là, jusqu'à 11,7, hein. Donc, faites attention si vous spéculez à la baisse maintenant au regard de ce que je viens de vous dire, hein. Je suis en train simplement de vous dire qu'on est dans la zone à risque pour les marchés en termes de complaisance, mais on peut très bien perdre encore 20% de volatilité, hein, pour arriver là, hein. Donc simplement voilà, on est sur un terreau favorable à une prise à revers des traders qui seraient un petit peu trop confiants. Je vous propose l'Eurostoxx et l'Eurostoxx, il est dans une situation plutôt plaisante également. Je vais y arriver, il est là. Et bon, structure haussière, pas de problème. Ça, c'est algorithmique, je l'ai déjà dit hier, hein. Quand ça monte comme ça c'est algorithmique, hein. Donc vous avez les gros qui sont dans la place et qui achètent. Si vous voulez acheter, je mettrai le stop de protection sous 61,80 en clôture. Si vous voulez spéculer, ben, j'attendrai que ça casse. Je vous parle également du DAX qui est dans une structure haussière. Pareil, si vous êtes acheteur, vous pouvez acheter en plusieurs fois, éventuellement pour réduire votre stop de protection. Mais attention, il faut que la somme des trois pertes ne dépasse pas votre perte maximale autorisée, par exemple 0,5, 1, maximum 2% de votre capital, hein, si vous êtes débutant. Si vous êtes baissier, à titre personnel, j'attendais que ça casse, hein. Le CAC 40, pareil, mais bon, pas une très belle séance aujourd'hui, mais ça reste quand même pas mal. On est très haut perché, mais on est en structure plutôt favorable. Bon, si vous voulez acheter, je mettrai un stop de protection sous 82,30. Vous pouvez acheter un petit peu ici, un petit peu là éventuellement. Si vous voulez spéculer à la baisse, j'attends que ça casse. Le Nikkei, magnifique Nikkei, alors qui est pas en structure haussière pour le coup, mais qui relève bien la tête. Si vous voulez acheter, moi j'attendrai que l'on passe au-dessus des 73 200 en clôture. Si vous voulez spéculer à la baisse, j'attendrai que l'on casse les 6500 en clôture. L'or, j'adore l'or. Alors pourquoi ça progresse? Bah, parce que voilà, en même temps que les perspectives de hausse de taux d'intérêt s'éloignent, c'est de la concurrence en moins pour l'or, hein, puisque l'or ne rapporte rien et ce qu'on appelle le coût d'opportunité, il augmente quand il y a des taux d'intérêt qui sont forts. Si les taux d'intérêt sont forts, je dis n'importe quoi, 10%, vous dites pourquoi est-ce que je placerai en or alors que je peux placer de l'argent à 10%? Ok, par exemple, c'est pas 10%, hein, c'est un peu pour comprendre. Si finalement les taux d'intérêt, les perspectives de taux d'intérêt baissent, on se pose moins la question et on va chercher la sécurité de l'or, par exemple, hein. Donc ça fonctionne très très bien pour l'instant pour l'or. On est en structure neutre. Vous pouvez acheter maintenant stop de protection large. Vous pouvez vous dire, ouais, ok, attendez, là on a perdu 30% depuis les plus hauts sur des perspectives de hausse des taux. Là, il n'y aura pas de hausse des taux forte, donc on n'ira jamais plus bas que ça. Et je parie sur un retour sur les plus hauts. Ouais, vous dites, voilà, il y a 25% à gagner. Avec un risque à 13%, ça fait du 2 pour 1. Bon, ça peut se prendre à la hausse déjà maintenant, hein. Silver, c'est pareil. Bon, c'est la même chanson, hein. Ça progresse, mais on n'est pas en structure haussière pour l'instant. Le cuivre, qui toujours en structure haussière également, mais voilà, si vous voulez acheter, vous pouvez acheter un stock de protection sous 5,9. Si vous voulez spéculer à la baisse, j'attends que ça casse. Le pétrole qui abandonne 1% parce qu'apparemment ça va mieux. Alors c'est marrant parce que franchement quand on regarde les actualités en Iran, en même temps que ça négocie dur, quand ça négocie âprement, il y a encore des lancers de missiles, hein. Aujourd'hui, c'est la flotte américaine qui a envoyé un missile ou deux sur un bateau qui battait euh, pavillon panaméen parce qu'il a voulu pas forcer le blocus, forcer le passage. Donc ouais, on négocie, mais ça continue à s'envoyer des missiles, hein. Bon, en tout cas, le pétrole il baisse et vous pouvez acheter si vous voulez.
Moi, je mettais un stop de protection sous 55, donc loin, 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 ou alors serré sous 64. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez, mais bon, vous mettez le stop de protection au-dessus de 120, ou alors à plus court terme au-dessus de ce niveau-là. Bitcoin et Ethereum, Bitcoin qui traîne la patte, hein. Les mésaventures de Michael Saylor pénalisent Bitcoin. Si vous voulez acheter, vous pouvez. Je mettrai le stop de protection en clôture en dessous de ces niveaux-là, des 57. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez mettre un stop de protection au-dessus des 63, 300 en clôture. Et l'Ethereum sur lequel je suis moi-même investi actuellement. J'ai un trade qui se passe, on va dire, mollement. Il se passe rien pour l'instant. Mon stop de protection, il est là en dessous des 14,94, mais je m'autorise à sortir si on casse les 1800. De toute façon, je vous dirai toujours avant d'agir pour ne pas vous mettre devant le fait accompli, hein. Voilà, j'espère que cette petite parenthèse économique vous a apporté un éclairage utile. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.